La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Stone Garden Teapot et nous parlerons d'un livre, Humo, l'avertissement. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Soyez les acteurs de Fréquence Évasion. Réagissez à chaque instant dans le direct live au 09 79 35 29 60. Exprimez-vous en toute liberté sur la ligne des auditeurs 09 79 35 29 60. Fréquence Évasion, l'interactivité et la libre expression. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Stone Garden Teapot, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, nous allons parler d'un livre, Humo, l'avertissement, Stone Garden Teapot, aux éditions Atlante. Quelle est la trame générale de ce livre? Eh bien, c'est un livre qui est basé sur le dossier Humo, donc Humo ou Humo. Oui. On va peut-être en parler plus en détail. Donc, c'est un livre qui est basé sur l'affaire Humo et sur les derniers rebondissements qui ont eu lieu entre 2012 et 2017 dans cette affaire, donc qui a démarré officiellement en 1966 et qui donc s'étend sur plus d'un demi-siècle maintenant. Alors, que s'est-il passé exactement? Alors, peut-être qu'il faudrait faire un petit résumé de cette affaire. Oui, exactement, Humo, tout à fait. Alors, il faut dire que cette affaire Humo, c'est une affaire qui a assez mauvaise presse dans l'ufologie française notamment, pour deux raisons, je dirais deux raisons essentielles. Il y en a une qui est que l'histoire est bizarre, c'est-à-dire que, en gros, pour résumer de façon un peu sommaire, voire ridicule cette histoire, c'est une histoire d'extraterrestres qui aurait parcouru 14 années-lumière pour venir nous visiter et nous étudier, et qui communiquerait avec nous, donc depuis 50 ans maintenant, par courrier envoyé par la poste. C'est vrai que quand on ne connaît pas le dossier, qui fait maintenant plus de 1400 pages, on peut dire mais c'est ridicule, comment des extraterrestres qui maîtrisent le voyage interstellaire n'auraient pas pu trouver un moyen plus technologique de communiquer avec nous. Et bon, on s'aperçoit en lisant le dossier dans son intégralité, ou au moins suffisamment, 800 à 1000 pages, que non, c'est tout à fait logique, et c'est ce que j'explique dans le film. Alors, cette histoire curieuse, justement, a fait que beaucoup de gens ont rejeté cette affaire en disant non, forcément, c'est un gag. Et c'est pas un gag. Et la deuxième, qui est plus importante, la deuxième raison qui fait que cette affaire a mauvaise presse, c'est qu'en 1993, un personnage qui s'appelle Luis Jordan Peña, un espagnol, a prétendu que c'était lui qui avait écrit tout le dossier Humo, donc 1300 pages de dossier, dont certaines contiennent des données scientifiques révolutionnaires, c'est ce que je montre dans mon livre, que c'était des connaissances qu'on n'avait absolument pas, par exemple, en 1966. Et donc, vous savez qu'il y a des chapelles dans l'ufologie, ceux qui croient qu'ils veulent, qui ne croient pas forcément. Bon. Et ça a soulagé pas mal d'ufologues, parce que, et surtout en Espagne, puisque l'affaire est née officiellement en Espagne, on va peut-être expliquer pourquoi. Et donc, beaucoup d'ufologues ont été soulagés, parce que, du coup, ça les rassurait, quoi. Ah ben oui, finalement... c'est un gag, un faux qui a été fait par ce personnage génial qui s'appelle Jordan Peña. Et il s'avère que je montre dans mon livre que non, c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit lui pour des raisons qui tiennent à trois découvertes scientifiques qui sont annoncées dans une lettre de 1966, je peux le préciser après, et que nous n'avons découvert que 15 ans, 30 ans et 50 ans plus tard, officiellement. Voilà, donc en gros, c'est ce qu'est cette affaire Humo. Donc la différence avec, je dirais, les autres affaires de l'ufologie, c'est que souvent, dans les affaires ufologiques, en général, on a plutôt affaire à des témoignages. Oui. Par exemple, Roswell, c'est des témoignages qui datent d'assez longtemps. Il y a peu de documents solides à se mettre sous la dent. Et beaucoup d'autres affaires ne sont basées que sur des témoignages. Alors, c'est vrai qu'on sait la faiblesse souvent des témoignages humains. J'ai un ami enquêteur au GEPAN qui me disait qu'à chaque fois qu'il y a un cas intéressant, il n'y a pas de témoin. Et quand il y a des témoins, il n'y a aucune preuve, tangible et qu'il sait que les témoins ils se trompent souvent. Enfin bon, lui c'est son expérience d'enquêteur. Et là, l'affaire Humo, l'avantage c'est qu'on a des documents écrits qui sont les mêmes depuis 50 ans, que tout le monde peut consulter et qui sont la base inaltérable sur laquelle on peut travailler, quoi. Et est-ce que ces documents ont été analysés? C'est-à-dire à quel niveau? C'est quand même assez curieux d'avoir des documents comme ça. C'est vrai que vous faisiez une remarque tout à l'heure, à l'instant, je veux dire, on a toujours l'impression avec l'ufologie d'arriver dans une impasse. Et là, vous dites, il y a de la matière, il y a ces lettres. Est-ce que quelqu'un, un spécialiste, les a examinées?
Mais examiner physiquement, bah oui, enfin, comme on peut, oui, voilà, comme on peut. Hein, oui. Oui. Alors, ça n'a pas été fait. Dans les années 60, c'était très compliqué, même carrément impossible. Et ensuite, les originaux ont été conservés par les destinataires. Une partie de ces originaux ont été rachetés par un milliardaire espagnol qui s'appelait Rafael Fariols, qui est devenu un membre, un des centres de cette affaire sur Barcelone, du moins. Et les originaux, on n'avait pas accès aux originaux. Et puis, même dans les années 90, quand Jean-Pierre Petit a commencé à s'intéresser à ce dossier, à reprendre des informations pour développer ses propres théories, donc Jean-Pierre Petit, physicien, astrophysicien, magnéto-hydrodynamicien plutôt, c'était encore très difficile de faire des analyses ADN. Et récemment, on a eu une communication, donc en provenance de ce que nous pensons être la même source que les lettres des années 60, 70, etc. et 90, nous indiquant que c'était pas la peine de faire des tests ADN parce que les lettres sont consciencieusement nettoyées avant et qu'il n'y trouverait que la trace de ceux qui auraient pu le manipuler, mais qui seraient des terrestres. Des terriens. Alors nous avons souvent entendu parler de ces lettres humides, notamment par Jean-Pierre Petit, que nous avons reçu à plusieurs reprises ici sur cette antenne. Alors que contiennent-elles exactement comme message, ces lettres ? Les lettres, alors ça va être assez compliqué de résumer un dossier qui est d'une telle complexité, qui touche à peu près tous les domaines de la connaissance, que ce soit la médecine, la physique, l'astrophysique, les mathématiques, la biologie, etc., en 5 minutes. Justement, voilà, ces lettres parlent de tout. Abordent tous les domaines de la connaissance. On y apprend que pour les humains, parce qu'ils préfèrent être appelés humains que humites, c'était le terme qui venait de l'espagnol humitas. C'est comme ça que les Espagnols appelaient les humites. Et ce terme humitas a donné humite dans les livres de Jean-Pierre Petit. Mais eux précisent dans une communication qui n'est pas très vieille, des années 2000, qu'ils préfèrent être appelés humains, O-U-M-A-I-N. Et on s'aperçoit que quand ils communiquent en espagnol, ils écrivent humo, U2MO, parce que le U espagnol s'écrit OU. Quand ils écrivent en français, ils écrivent OU, humo. Quand ils écrivent en anglais, ils écrivent O-O-M-O, humo. Bon, bref, on voit que c'est une transcription phonétique. Donc ces lettres abordent énormément de sujets, des sujets très importants qui sont liés à le rôle de l'être humain dans l'univers. Rien de moins que ça. Donc ce sont des thèmes, on va dire, métaphysiques. Et pour les humites, il n'y a pas de métaphysique, il n'y a que de la science physique. Ils ont réconcilié leur physique et leur métaphysique. Pour eux, parler d'âme, parler de, on va dire, Dieu, enfin ils appellent ça plutôt le principe générateur universel, c'est parler science, puisque leurs données à ce niveau-là, ce sont des données qui sont prouvées par la science et qui ne sont pas issues de textes révélés. Donc ça fait une grande différence. Voilà comment je peux résumer. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, les premières communications écrites, référencées on a les enveloppes, on a les tampons de la poste, etc. On a des témoignages des gens qui ont reçu ces premières missives, dont certaines sont encore vivantes, datent de 1966, et elles ont été envoyées en Espagne. Il s'est formé en Espagne un groupe qui est à Madrid, qu'on appelait par la suite le groupe de Madrid, et le premier réceptionnaire identifié connu s'appelait Fernando Sesma. Ensuite il y a eu un groupe, Sesma a fini par se lasser de cette affaire, on va dire, sans rentrer dans les détails, et c'est un individu donc, qui s'appelle Rafael Fariols lui a demandé s'il pouvait racheter ces lettres. Et donc on a une grosse base de données, donc toutes les lettres après ont été vérifiées, traduites, scannées, les enveloppes vérifiées, et tout ça a été mis sur un site qui est le site de référence de cette affaire, qui s'appelle humoscience.org. Alors humo, U2MO, tiré du 6 pour les gens qui sont sur PC, science au pluriel.org. Si vous allez sur ce site, vous aurez tous les documents, l'intégralité des documents, avec en plus des analyses, etc. D'accord. Alors ces lettres parlent aussi du Big Bang et des divers univers multidimensionnels, c'est bien ça ? Oui. Et qu'est-ce qu'ils disent en gros sur les univers multidimensionnels ? Alors, il faut dire que leur approche cosmologique est totalement différente de la nôtre. Ils ont une physique qui est pré-géométrique. C'est-à-dire que, je vais résumer très sommairement, nous considérons qu'il y a des éléments, des objets immergés dans l'espace et dans le temps. Eux, leur physique est en amont de tout ça. C'est-à-dire que ce sont des éléments, ils parlent d'éléments, qu'ils appellent ibozo ou qui
qui sont des éléments qui ne sont pas des éléments physiques, mais dont les relations prises 2 à 2, par chaîne, 2 à 2, créent l'espace, le temps, la matière. Et cette conception de l'univers leur permet, donc c'est pour eux l'univers à 12 dimensions. Ah bon? Alors, on pourrait y voir un lien avec la théorie des cordes, qui et un des modèles prévoit 12 dimensions, mais ça n'a rien à voir, hein, parce que justement, pareil, la théorie des cordes, d'abord c'est un peu un fourre-tout, il y a 5 modèles différents, on sait que tout ça, c'est encore, on a encore un pas à faire avant d'avoir la théorie du tout. Mais ces 12 dimensions qu'ils ramènent à 10, il leur suffit de 10 dimensions pour leurs calculs, notamment pour leur voyage interstellaire. D'accord. Pour eux, donc, ces éléments primordiaux qui sont pré-géométriques, donc qui ne sont pas des éléments physiques, mais qui créent le physique, créent des univers qui sont des univers doubles. Ouais. Et là, je prends l'exemple dans le livre, justement d'un livre, c'est-à-dire c'est une gerbe d'univers, un peu à l'image des multivers de Lind, mais je dis un peu, c'est vraiment une image puisque la physique de base est complètement différente, c'est une rupture de paradigme totale. Et donc cette gerbe d'univers, dans chacun de ces univers, il y a une des données caractéristiques, c'est la vitesse de la lumière en son sein. Et alors ils nous disent, à un bout de cette gerbe d'univers qui est quasi infinie, un nombre absolument astronomique, 10 puissance 500 et quelques, enfin, un nombre qu'on ne peut même pas compter, il y a un univers où la vitesse de la lumière est 0, c'est-à-dire que c'est un univers, on va dire, fixe, mais où il se passe des choses. Et à l'autre extrémité de cette gerbe d'univers, il y a un univers où la vitesse de la lumière est infinie. Et donc, par incrément, comme ça, on passe de 0 à l'infini. Et ces deux univers limites ne sont pas des univers physiques. Ils nous disent, dans leur modèle, que ce sont des univers psychiques. D'accord. Donc, eux, ils ont prouvé ça. Et dans ces univers psychiques, l'univers où la vitesse de la lumière est 0, ils appellent ça l'univers des âmes individuelles. C'est-à-dire que chaque être humain est lié par un lien non physique, on va dire, pour résumer sommairement, avec cet univers, et tout ce qu'il pense, tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il vit est stocké dans cette âme individuelle. Ouais. Et cet être humain a un autre lien qui pointe vers l'univers où la vitesse de la lumière est infinie, qui est l'univers des âmes collectives. Ouais. C'est-à-dire que chaque phylum planétaire a on va dire une bulle. Mais bulle, c'est un concept physique. Or, c'est non physique qui contient tout ce qui a été vécu, l'humanité dans sa intégralité, depuis le début de l'humanité. Ah, ça fait penser à la tradition. Enfin, on me parle souvent de dossier akashique. Oui. La mémoire de l'univers, c'est ça? Oui. Oui, non, alors moi je ne suis pas très versé là-dedans, je suis spécialiste du dossier Humo, mais c'est vrai que Christelle Seval en parle souvent. Alors il faut se méfier des parallèles parce que souvent il y a des parallèles qui mènent à l'ésotérisme, qui mènent à d'autres trucs, et ces parallèles, ce sont des faux liens. Mais c'est vrai que alors je ne connais pas suffisamment ce phénomène, ce qui est décrit par ce que vous venez d'évoquer, mais effectivement il y a une mémoire, tout ce qui, si vous voulez, de la vie évolue de la simple bactérie à l'être humain. Et alors, je vais faire un petit aparté sur mon pseudonyme qui est Stone Garden Teapot. J'ai pris en hommage à Pierre Teilhard de Chardin. Et si on traduit Stone Garden Teapot en français, ça donne Pierre Teilhard de Jardin. D'accord. Voilà. Donc c'était un peu un gag. Et c'est pas que je me cache derrière ce pseudo, mais c'est que ma femme est particulièrement exposée dans son travail. Donc, et un de mes enfants aussi, ils voulaient pas qu'on leur dise c'est votre père là qui croit aux petits hommes verts, tout ça. Bon, oui, je comprends. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce pseudonyme. En plus, c'est un bel hommage. Et donc, si vous voulez, là où on retrouve les travaux de Teilhard de Chardin et un lien avec cette cosmologie et ce modèle humain, c'est que pour Pierre Teilhard de Chardin, la vie et l'évolution tend vers ce qu'il appelle le point oméga. Et ce point oméga, c'est le point de parfait achèvement de l'évolution. Et lui, il juge ça avec un regard d'anthropologue qui part sur des millions d'années, et même il remonte jusqu'au Big Bang, et il voit cette espèce de mouvement de convergence qui fait que la vie, d'abord, elle éclot, elle diverge, au même titre que l'univers diverge dans son expansion, et que cette vie, à l'intérieur de cette matière, déjà, il y a une émergence qui s'appelle la vie, qu'il a appelée la biosphère, et à l'intérieur de cette biosphère, une toute petite partie de cette biosphère, il y a une autre émergence qui est la pensée réfléchie, et qui
qu'il a appelé la noosphère. Et donc on voit ce mouvement de convergence qui tend vers plus, on va dire, d'intelligence et de capacité vers ce point oméga. Et c'est un peu ce que disent les humides dans leur modèle, c'est que l'évolution de la vie est guidée par l'esprit collectif. Chaque planète a un esprit collectif qui est renseigné dès le début, notamment par les bactéries, par un lien qui est un lien très peu informatif, qui renseigne simplement sur la pression atmosphérique, la température de la planète, etc., etc. Et cet esprit collectif envoie les mutations quand les conditions s'y prêtent pour que la vie se développe. Et ensuite, quand il y a cette émergence de la pensée réfléchie qui arrive avec l'être humain, il se crée un second lien qui est un lien beaucoup plus informatif, qui l'informe non seulement sur la température, la pression, etc., mais qui l'informe sur les émotions, les pensées, les idées. Donc ce deuxième lien est beaucoup plus créatif. Et à partir de ce deuxième lien, donc de l'être humain, cet esprit collectif se développe. Et toutes les informations qui sont informes, justement, dans l'univers, sont mises en forme par l'esprit de l'être humain et enrichissent l'univers dans sa globalité. Voilà, c'est un petit peu ça. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de Stone Garden Teapot, qui a écrit un livre, Humo, l'avertissement, aux éditions Atlante. Alors, selon les humites, quel rôle on a, l'être humain, dans l'univers ? Eh bien justement, c'est ce rôle que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que nous avons un pouvoir de mettre en forme la réalité qui n'est non formée. C'est comme si vous aviez des 0 et des 1 sur un disque dur, toute l'information possible imaginable stockée sous forme de 0 et 1 sur un disque dur, mais c'est une information qui est inerte, qui n'a pas de structure. Et il faut des logiciels qui vont venir prendre ces 0 et ces 1 et en faire des structures. Donc un logiciel va faire un logiciel de dessin, d'économie, de comptabilité, vous voyez. Le rôle de l'être humain, c'est ça. Il prend cette information qui existe de tout temps, en dehors du temps, qui est générée par le grand pôle informationnel universel, on va appeler ça comme ça, que nous, certaines religions appellent ça Dieu, mais chez les humides, c'est un phénomène étudié par leur science. Et donc cette information, qui n'a pas de forme, est mise en forme par la pensée de l'être humain et enrichit le système, c'est-à-dire que l'univers, pour les humides, c'est pas un objet, comme nous le concevons, c'est un processus. C'est un processus qui est infini. Et donc, quand vous décédez, toutes les informations, donc les sentiments, les émotions, les événements vécus, les connaissances que vous avez sont reversées dans l'âme collective. Et donc, cette âme collective, elle s'enrichit de toutes les expériences vécues par les hommes. Et en quelque sorte, c'est un autre être vivant. La société humaine est un être vivant, au même titre que nous sommes composés de cellules. Cet esprit collectif est composé de cellules qui sont des êtres humains. Et ce tout représente, on va dire, la culture humaine. Oui, mais alors, si on va nourrir cette âme collective, on perd notre identité. Non, d'accord. Les expérienceurs de NDE nous disent régulièrement qu'ils avaient l'impression d'avoir une conscience élargie, mais en même temps de garder leur identité. Oui, c'est bien ça. C'est exactement ce que disent les humides. C'est-à-dire que quand quelqu'un décède, sa personnalité reste intègre. Il a en même temps lui et tous les autres. C'est-à-dire qu'il peut partager une expérience instantanément de quelqu'un d'autre, mais il garde son intégralité, sa personnalité, son identité. C'est ce qui pourrait expliquer la réincarnation. On repart pour aller faire une autre expérience et puis encore nourrir la source. La vie. Oui et non. Non, c'est pas ça. Non. Alors justement, on a posé des questions récemment, puisqu'on a parmi les groupes qui étudient ce dossier depuis très longtemps et qui ont même sont même des gens qui faisaient partie des Espagnols, des premiers groupes de destinataires des lettres, qui sont spécialisés dans l'ésotérisme, qui croient en la réincarnation, et les humides disent non. La réincarnation au sens où vous l'entendez, c'est-à-dire la réincarnation bouddhiste, au sens où on a un nombre indéfini de vies et où on améliore son karma, n'existe pas. Ils disent il y a quelques rares cas que nous avons constatés dans l'humanité où effectivement des nouveau-nés étaient imprégnés de connaissances
d'une personne décédée. Mais un, ils disent que c'est très rare, et deux, ils disent que ça ne correspond pas avec l'image qu'on a de la réincarnation où on améliore son karma. Voilà. Comment se fait-il qu'il y a des personnes qui se souviennent de leur vie passée? Alors, le problème, c'est que, justement, ils disent qu'il y a quelques cas, effectivement, où des âmes, des êtres humains, au moment de décéder, qui avaient entrepris de faire quelque chose de très, très important, sont coupés, ils sont en train de faire cette chose importante, ils sont coupés de cette action par le décès, et ils n'arrivent pas à rejoindre cet esprit collectif, et qu'ils peuvent, le cas échéant, mais c'est très rare, imprégner une âme qui va naître, mais à condition que cette âme corresponde. C'est comme une main qui rentre dans un gant. On ne peut pas rentrer sa main dans n'importe quel gant. Voilà, donc ils disent qu'ils ont constaté qu'effectivement, mais c'est pas une réincarnation totale, c'est un autre être qui est imprégné de souvenirs d'un être différent qui est décédé. C'est pas une réincarnation, au sens où une âme renaît la même. Enfin, c'est ce que conçoit le modèle du mythe. Oui, voilà, c'est ça. Alors, l'humour, l'avertissement, que veut-il nous faire comprendre? Que veut-il nous dire? C'est une mise en garde contre quoi exactement? Alors, c'est une mise en garde qui est assez, comment dirais-je, anxiogène, je dois dire. Ah oui. Alors, dans le livre, il y a un parcours à faire dans le livre pour pouvoir prendre cet avertissement au sérieux, parce que les gens qui survolent le dossier, ils comprennent pas. Ils posent souvent des questions qui sont très ingénues. C'est un dossier qui demande beaucoup de temps et d'études, de recherche personnelle. Et donc moi, j'ai essayé de faire un parcours dans ce livre. Alors j'ai d'abord fait une petite introduction. Qu'est-ce que le dossier Humite, comment il a commencé en Espagne, etc. Pourquoi les Humites envoient des lettres, pourquoi c'était le meilleur moyen en 1966 en pleine guerre froide, de ne pas se faire choper en tant qu'extraterrestre quand on veut faire des expériences, des études ethnologiques. Ensuite, le deuxième chapitre que je trouvais très important, c'était de mettre la science humide à l'épreuve. Parce que il y a 3 données qui sont contenues dans les lettres qui montrent que ceux qui ont écrit ces lettres, non seulement ça ne peut pas être le fameux Luis Jordan Peña, qui était soi-disant un autodidacte, ne peut pas avoir écrit ces lettres parce que ces données scientifiques n'étaient absolument inconnues de nous, et même des scientifiques de très haut niveau à l'époque. Donc ça dégage un petit peu ces faux aveux de paternité de cet Espagnol qui a pourri l'histoire pendant 30 ans pratiquement, parce que tout le monde se dit « Ah ben oui, c'est lui qui a écrit ça, donc c'est un gag, c'est un faux ». Dans la science humide mise à l'épreuve, il y a notamment 3 notions qui sont contenues dans une lettre qui fait 112 pages, donc c'est une grosse lettre. Alors nous, on emploie le mot lettre, mais eux, les humides, ils appellent ça des rapports. Ouais. C'est-à-dire que les Espagnols posaient des questions scientifiques et ils leur faisaient des rapports qu'ils envoyaient par courrier. Donc ce rapport fait 112 pages, il a été coupé en 16 morceaux, et dans le morceau 15, donc c'est la D21, toutes les lettres sont référencées, la D41, 15, donc une centaine de pages où ils parlent de leur société, de leurs croyances, de plein de choses, des régimes de leur histoire, des régimes despotiques qu'ils ont vécu, etc. Il y a 2 petits paragraphes qui contiennent une perle, des paragraphes qui ne pouvaient absolument pas être décodés à l'époque par la personne qui l'a reçu, qui était Fernando Sesma, parce qu'il n'avait pas des connaissances. Et c'est vrai que si on ne fait pas attention, moi la première fois que j'ai lu les lettres, dans les années 90, je suis passé à côté. Donc c'est après quand je suis retombé là-dessus, j'ai fait une petite enquête épistémologique pour savoir d'où on en était en 66. Et il s'avère que, dans une lettre, ils disent qu'au début du Big Bang, en 66, on pensait qu'il y avait eu le Big Bang et que l'expansion de l'univers était linéaire. C'est-à-dire que l'univers s'écartait de façon linéaire dans le temps, etc. Et les humides disent non, au tout début, l'expansion était énorme en très peu de temps. Mais en 66, ça contredisait complètement l'observable. C'est-à-dire ce qu'on observait, dire ça en fonction de ce qu'on observait à l'époque, c'était faux. Non seulement c'était faux, mais c'était risible. C'est-à-dire que c'était totalement, non seulement inutile, mais risible. Parce que ce que les astronomes et les astrophysiciens observaient, c'était que l'univers était en expansion linéaire, etc. Et il a fallu attendre la fin des années 79-80 pour que des problèmes naissent dans l'observation. Ça s'appelle les problèmes de l'horizon et le problème de la platitude. Et on s'est rendu compte qu'il fallait mettre une rustine parce que le modèle ne fonctionnait plus. Et donc c'est Alain Butte qui a émis l'hypothèse du modèle de l'inflation cosmique qui dit qu'au tout début de l'univers, l'expansion a été énorme en très peu de temps. Mais ça, il le dit donc en 79 alors que c'est dit dans une lettre de 66. D'accord. Et cette augmentation de taille, c'est 10 puissance 26, donc la taille augmentée de 10 avec 26 zéros
en 10 puissance moins 32 secondes, c'est-à-dire en 0,32 une seconde. Donc c'est absolument énorme et c'est absolument inconnu. La deuxième donnée qui est écrite dans Célèbre 66, c'est que cette expansion, même après les années 70, on pensait qu'il y avait eu cette inflation cosmique, donc, et qu'après l'expansion était linéaire. Et ils disent non, vous vous trompez parce que vous faites un raisonnement faux et que vos mesures ne sont pas assez précises. Mais cette expansion n'est pas linéaire, elle s'accélère. Et alors là, il s'agit d'une découverte qui a été faite en 1998 par trois savants, trois scientifiques, Saul Perlmutter, Adam Rice et Brian Schmidt, et qui leur ont valu le prix Nobel en 2011 quand même. Donc là, vous voyez, 66-98, et ça c'est pareil. Dire en 66 ou même en 70 que l'expansion de l'univers après cette période inflationnaire était non linéaire, c'était faux. C'était ridicule. Quelqu'un aurait dit ça, on leur a dit mais où tu vois ça, montre-moi. Non, c'est faux. Et la troisième chose, c'est qu'ils disent que non seulement l'expansion n'est pas linéaire, mais qu'elle varie en fonction d'une fonction périodique non sinusoïdale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette expansion, c'est pas une droite, c'est comme des vagues qui s'amortissent, c'est-à-dire qu'elle accélère et ralentit, elle accélère et ralentit plusieurs fois pendant les 13,8 milliards d'années d'expansion de l'univers. Et ça, on l'a découvert très récemment, c'est grâce aux données du satellite Planck. Donc, c'est une équipe du Mississippi, j'ai plus le nom là, qui en épluchant ces données s'est rendu compte que, et d'ailleurs il y a un très beau dessin, un article dans un Science et Vie ou un Science et Vie spécial de 2015 je crois, qui est un très beau dessin qui montre ça. Donc ça c'est 2015, donc c'est 50 ans plus tard. Donc c'est absolument impossible que ces trois données puissent être écrites non seulement par un scientifique de haut niveau comme Guth, etc., en 66, mais encore plus impossible par un autodidacte en sciences qui était soi-disant psychologue, soi-disant physicien, soi-disant qui s'appelait Jordan Peña et qui était surtout un mythomane avéré. Ah d'accord. Une fois qu'on prend conscience de ça, n'est-ce pas, il faut se dire que ce qui est dit dans ce dossier, c'est quand même à étudier avec sérieux. C'est-à-dire que ceux qui ont écrit ça, ils écrivent pas n'importe quoi. Ce qui ne veut pas dire que dedans, il n'y a pas des données fausses. Mais oui, voilà, c'est ça. C'est un petit peu plus compliqué. C'est que on s'est aperçu. Alors, maintenant, je peux le dire, mais moi, j'ai fait partie d'un groupe qui a reçu des lettres entre 2000. Oui, j'allais vous poser la question, justement. Est-ce que vous avez vécu, justement, des expériences comme ça? Donc, j'ai vécu cette expérience. Donc, les humains avaient monté des groupes secrets, cloisonnés, qui ne se connaissaient pas entre eux, dans le monde entier. Et c'était, je pense, enfin, l'analyse qu'on en fait, plus ou moins, c'était dans le cas où il y a une guerre nucléaire, puisque pendant très longtemps, ils ont vécu sous le régime de la guerre froide, et la peur qu'ils avaient, c'était qu'on s'autodétruise, et qu'on réduise la planète en cendres. Et c'est le seul cas où leur morale leur aurait permis d'intervenir, puisque nous avons vu que chaque ethnie planétaire doit mettre en forme la réalité d'une façon libre. Donc, une autre ethnie planétaire ne peut pas intervenir dans le libre développement de évolutif d'une planète. Oui, c'est le libre arbitre. Voilà, le libre arbitre, parce que ça participe à la mise en forme de l'univers et à ce processus univers. Bien sûr. Voilà, donc, au même titre que nous, en tant qu'ethnie occidentale, nous n'aurions pas dû intervenir et massacrer, faire des ethnocides dans des ethnies, on aurait dû les laisser se développer librement et les étudier sans interférer trop avec eux. Bon. Alors, comme ils nous étudient, ce qu'ils font, c'est que de temps en temps, ils mettent des informations fausses pour voir si on est crédule, pas crédule, si on vérifie l'information, si on ne vérifie pas l'information. Ça leur permet de paramétrer nos schémas psychiques. D'accord. Et ils ont aussi mis de temps en temps des informations fausses pour se protéger, parce que n'oubliez pas que 66, pleine guerre froide, avec plusieurs crises nucléaires, dont notamment la guerre du Kippour ou des 7 jours, des 6 jours, je ne me souviens plus, l'affaire des missiles à Cuba, enfin bon bref. Donc c'était assez chaud et eux, plusieurs fois, ils ont été, enfin une fois au moins, ils ont été dénoncés comme espions, ils ont failli se faire choper. Ils avaient des comportements qui n'étaient pas encore complètement calibrés. Donc en Italie, quelqu'un qui était un de leurs, ils appellent interface cognitive, c'est-à-dire qu'ils employaient pour pas faire d'erreurs de comportement, etc., les a dénoncés comme espions, ils ont failli se faire choper. J'allais vous poser la question suivante. On dit sans arrêt qu'il y a des extraterrestres sur la Terre, qu'il y aurait plusieurs races qui cohabiteraient ici sans qu'on s'en aperçoive. Est-ce qu'il y a
des humides sur Terre. Alors oui, et c'est là où on va peut-être en arriver à ce fameux avertissement. Donc oui, j'étais en train de donner le parcours. Ouais. Donc je passe par la science humide pour montrer que c'est du sérieux. Ensuite, je dégage les faux aveux de Jordan Peña. J'explique qui était ce personnage, qui est un personnage assez... Je pense qu'il avait des contacts privilégiés avec les humains, mais qu'il a peut-être jamais cru que c'était des extraterrestres, qui pensaient que c'était des agents de la CIA. Lui, il parlait d'une institution encore plus secrète que la CIA. Et ensuite, il y a tout un passage sur qui ils sont, comment ils vivent, etc. Donc, ce qui se passe sur leur planète. Et après, je parle de métaphysique humide pour se rendre compte que... Parce qu'il nous donne un avertissement, qui est un avertissement grave, et après, il nous donne une solution. Mais cette solution, elle passe par des moyens qui sont des moyens assez spéciaux, non physiques. Et il faut comprendre la métaphysique humide, qui pour eux est de la physique, avant de pouvoir accéder à ça, comprendre leur logique, qui est une logique à 4 valeurs, etc., etc. Et ensuite, je parle d'économie, puisque leur avertissement, il a une base économique. Et pour répondre à votre question sur les autres extraterrestres, ça va être la suite. Je suis en train d'écrire un livre, justement, sur les autres ethnies extraterrestres qui sont plus ou moins en lutte pour notre belle planète. Enfin bon, on en parlera si on a le temps. Ouais. Et donc, à un moment donné, j'ai fait partie d'un groupe secret. Donc, ils avaient mis en place des groupes secrets qui recevaient des lettres. Au cas où ils devraient intervenir, ils disaient qu'ils le feraient si on devait s'autodétruire et que, dans un premier temps, ils placeraient comme relais des gens qu'ils avaient choisis, eux, pour comme stabilité émotionnelle, intelligence, sens de l'éthique, etc., etc. Et je pense que ces groupes, ils avaient choisi des individus qui étaient peut-être censés servir de relais, de premier relais, s'ils étaient obligés d'intervenir et de nous mettre sous tutelle, on va dire. Et donc ces groupes, comme c'était en pleine guerre froide, ils étaient absolument autonomes et sans lien. Parce que si on en attrapait un, on ne pouvait pas découvrir les autres. Et le fait est que le KGB, la CIA se sont intéressés pendant un temps à ces groupes. Voilà, donc nous avions déjà des données que n'avaient pas les autres. On ne pouvait pas diffuser nos courriers et on ne pouvait pas en parler. C'était le deal, quoi, avec eux. Mais en 2015, un individu qui s'appelle Philippe Reynaud prend contact avec un des gestionnaires du site Humo Science et lui dit « Tiens, il y a un individu qui se fait appeler Oaxibo 6. Apparemment, il dit qu'il est humide. Ce qu'il dit, c'est très intéressant. Bon, peut-être que vous devriez aller voir là-dessus. » Son compte, c'était un compte Facebook. Donc, il y a un groupe de validation des lettres sur le site Humo Science qui est chargé, quand on reçoit une lettre, d'essayer d'évacuer les faux. Parce qu'il y a des faux. Bien sûr. Et ce groupe de validation, on se rend sur ce compte Facebook. Et au début, moi, je suis assez remonté parce que c'est la résistance au changement, hein, comme tout le monde. Je me dis, non, le dossier Humo, c'est de lettres communiquées par Facebook, c'est n'importe quoi, c'est pas possible, c'est un gag et tout. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte que la personne ou les personnes qui sont derrière ce compte, ils connaissent très très bien le dossier, quoi. Mais vraiment très très bien. Et ils donnent même des réponses et des compléments de réponse à des données des années 60, 70, etc. Donc déjà c'est très très fort. Donc on fait un test, donc on discute entre nous, etc. Et il s'avère que certaines données écrites sur ce compte, c'est un compte Twitter, c'est pas Facebook, excusez-moi, c'est un compte Twitter. Et il contourne la limite de 144 caractères en faisant des photos d'écran de texte. Du coup on a des communications qui sont assez complète quand même. Hein. Donc c'est Twitter. Et donc pour résistance au changement, on se dit non, c'est pas possible, Twitter c'est n'importe quoi. Mais on décide de faire un test parce que un des gestionnaires justement a été le destinataire de la lettre écrite en française qui est envoyée dans les années 2000, qui s'appelle la NR20. Et avant de défiler sa lettre, il a pris comme sécurité de changer un mot. Il a changé un mot qui ne change pas le sens de la lettre entre la version originale, qui est le seul à connaître, et la version qui est diffusée sur le site. Et donc, c'était une sorte de plan anti-Peña, justement. C'était pour éviter qu'un type dise « Ah, les gars, c'est moi qui ai tout écrit. » Bon. Et d'ailleurs, ça lui a servi, puisque un de ses collègues de bureau, quand il lui a dit qu'il avait reçu cette lettre, lui a dit « Ah, mais je t'ai bien eu, c'est moi qui t'ai envoyé cette lettre. » Alors lui, il lui dit « Ah bon ? Alors très bien, donc donne-moi le mot que j'ai changé. » Et là, il lui dit « Ah, bon, mais non, c'est toi qui l'as eu. » Bon, donc ça marche. Et donc, il s'en était servi comme plan anti-Peña, mais il s'en est servi, on a demandé à Oaxibossi de donner ce mot changé, et Oaxibossi donne une réponse.
et donne le bon mot. Alors évidemment, j'ai eu des réactions sur Internet, sur mon compte Facebook, etc., qui disent « Ouais, mais alors qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas une manipulation de votre part ?» Bon, rien. Mais dans ce dossier-là et dans la plupart des dossiers sur l'ufologie, il n'y a aucune preuve. Ben c'est ça le problème, on est toujours dans une impasse. Non, alors on l'est moins dans le dossier UMIC. Pourquoi? Parce que ces textes existent, ce sont les mêmes, il n'y a pas de changement de version, il n'y a pas des témoins qui disparaissent, il n'y a pas des témoignages flous. Ces textes sont très précis, mais par contre, il faut mettre son nez dedans, il faut mettre les mains dans le cambouis, et il faut passer du temps, voilà. Alors ceux qui pensent pouvoir lire le résumé sur Wikipédia et savoir en quoi consiste l'affaire Homo, ils se plantent complètement. Bah oui, c'est ceux sûr. qui pensent qu'ils vont aller sur un blog où quelqu'un a lu un autre résumé d'un autre qui se pense informé en disant « Ah ben moi, l'affaire Homo, je vais vous dire, tout ça, c'est tout ça », ils se plantent. Et ceux qui pensent même qu'ils vont pouvoir faire une analyse et savoir ce qu'est cette affaire Homo en lisant mon livre, ils se plantent. La vérité est dans les textes, il faut un peu bosser, quoi. Et la plupart des gens, ils veulent qu'on leur donne. Ils posent des questions, et là, des fois, je leur dis à lire des textes. Ou au moins, déjà, lisez mon bouquin, ça prendrait des choses. Mais de toute façon, vous devrez faire l'effort de lire les textes. Ils sont disponibles. Et ça change tout. Ça change tout, je trouve. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion Radio. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de Stone Garden Teapot, qui a écrit un livre, Humo, l'avertissement, aux éditions Atlante. Alors, dans l'avertissement humide, est-ce qu'on parle du nucléaire, des dangers qu'engendre le nucléaire? Oui et non. Alors, ils répondent de façon assez laconique sur le fait qu'ils sont intervenus à Fukushima pour amoindrir, pour transformer une partie de la matière fissile en matière non radioactive. A priori, ça aurait été fait aussi sur Tchernobyl, pour éviter que ça provoque une catastrophe encore plus grande. Mais ils disent, vous n'avez pas à vous, ce ne sera pas une guerre nucléaire, nous vous le garantissons. Donc ça fait quand même des années qu'ils ont pris le contrôle de l'armement nucléaire. Et on a quelques films assez révélateurs de missiles américains lancés où on voit un ovni qui s'accroche à la coiffe et qui le suit et qui le désamorce. Je sais pas si vous avez vu ça sur Internet, c'est un film qui est très très connu. On a des témoignages aussi. Bon, alors là on sort de l'affaire Humo, mais ils nous disent non, on vous garantit qu'il n'y aura pas de clause nucléaire. Par contre, et là, on a été surpris parce que en 2015, on pensait qu'ils étaient qu'ils étaient plus que deux sur la planète. Il y a eu des périodes où ils étaient très peu nombreux. Il y a eu des périodes où ils étaient un peu plus nombreux. En général, ils sont une dizaine. Une dizaine d'expéditionnaires présents. Ouais, d'accord. Il y a quelques périodes où ils sont quittés la Terre, notamment quand il y avait des risques de conflits trop importants comme en 1973, à cause de l'affaire du, si je me souviens, le canal de Suez. D'intervention des Anglais, etc. Et puis la guerre entre Israël et l'Égypte, etc. Donc ils ont quitté la Terre pour de courtes périodes quand c'était trop dangereux. Mais en général, ils étaient autour d'une dizaine pour continuer leurs études. Et là, quelqu'un pose la question, vous n'êtes plus que deux, qu'est-ce qui se passe? Réduction de budget. Et ils disent, non, actuellement nous sommes 180. Et alors il faut savoir que quand ils avaient une fameuse lettre où ils disent que si on est en phase d'autodestruction, ils vont intervenir, ils disent qu'il suffirait de 18 fois le nombre d'expéditionnaires actuellement présents sur Terre pour mettre à genoux n'importe quelle puissance de votre planète. Et 18 fois 10, ça fait 180. Donc ça veut dire qu'ils sont un nombre qui leur permettrait de mettre à genoux n'importe quelle puissance terrestre. Et alors là, la question c'est, mais vous êtes très nombreux. Pourquoi? Et donc c'est là où ils balancent leur avertissement, qui est assez lourd. Ils disent qu'il va y avoir un effondrement global du système bancaire, comme ça s'est passé en Grèce, mais là au niveau mondial, et que cet effondrement, il est même volontaire, il est voulu, il est programmé, et on va tous se retrouver, et qu'il va y avoir un retour en arrière civilisationnel, parce que ça va déclencher des émeutes et des guerres civiles mondialisées. C'est-à-dire tous les pays vont être en prise avec des guerres civiles, et donc il va y avoir des couvre-feux, etc. Et vous savez que par exemple, nous on n'a que 3 mois de stock stratégique de pétrole. Donc
Si les gens commencent à tout casser dans les rues parce que quand ils veulent retirer leur argent, on leur dit « Ah, vous n'avez plus que 50 euros », comme ça s'est fait en Grèce, n'est-ce pas? Et qu'on leur dit « Ah, mais il y a une nouvelle loi qui est passée maintenant, votre banque a fait faillite, la loi est passée en 2015 ». C'est pour ça qu'avant d'arriver à cet avertissement, j'ai été obligé de faire un peu d'économie, puisque ma deuxième passion c'est l'économie, et l'économie financière, pour montrer que toutes les lois qui permettaient de nous priver de nos sources de revenus ont été passées. Donc en 2015, une loi qui permet, ça s'appelle le bail-in. Les banques avaient déjà inventé le bail-out, c'est-à-dire se faire renflouer par l'extérieur, donc par les États et par le contribuable. Mais les États n'ont plus d'argent. Donc maintenant, ils ont inventé le bail-in, qui permet de se renflouer sur les comptes des clients. Ah oui, je sais. On en a parlé avec Pierre Jovanovic à plusieurs reprises dans cette émission. Oui, tout à fait. Il est bien au courant, Pierre Jovanovic. Oui. Donc tout le monde peut consulter cette loi. C'était en août. Alors ils l'ont fait passer en août, bien sûr. Toujours. Il n'y a plus que 3 pelés et 4 tondus à l'Assemblée qui votent pour leurs copains. Ça vote en vacances ou la nuit. Donc. Voilà. Donc cette loi est passée. Si votre banque fait faillite, vous devenez actionnaire de votre banque. Et alors, ce qui veut dire bancaire, c'est qu'on échange les fruits de votre bon travail, de votre vrai travail, contre des actions pourries. D'accord ? Et alors, le gouvernement dit oui, mais attention, nous garantissons les dépôts jusqu'à 100 000 euros. C'est-à-dire qu'ils ne prendraient que ce qui est au-dessus de 100 000 euros. Mais c'est là où il y a une arnaque, c'est une fumisterie complète. Avec quel argent les États garantissent ces dépôts jusqu'à 100 000 euros, puisque les États n'ont plus d'argent, se sont ruinés à relancer l'économie après la faillite bancaire de 2008, puisque la crise économique, il ne faut pas oublier, c'est ce que je montre dans la partie économique de mon bouquin, c'est que ça s'appelle l'île des petits galets roses, et ceux qui iront verront pourquoi. J'essaie de traiter ça avec humour. C'est que toutes les crises économiques, depuis je suis remonté à 1637, toutes les crises économiques ont pour origine une crise bancaire. Mais les gens disent que c'est une crise bancaire et on parle de crise économique, y compris la crise de 29 et y compris la crise de 2008. Donc les banquiers font n'importe quoi parce qu'on leur lâche la bride, on dérégule, et à un moment donné, qui paye, c'est toujours le peuple. Donc là, avec le bail-in, ils ont le moyen légal de vous rendre actionnaire, de prendre votre pognon, et les États, cette fameuse garantie de 100 000 euros, elle est faite avec, comme les États n'ont plus d'argent, avec de l'argent emprunté à qui? Au système bancaire. Donc il faut savoir que le système bancaire a le pouvoir de créer la monnaie. C'est pas les États qui créent la monnaie. Les gens pensent que c'est l'État qui crée la monnaie. Non, c'est le système bancaire privé qui crée la monnaie. Et la Fed, par exemple, est un cartel bancaire privé. C'est pas un truc d'État. Donc les banques ont le pouvoir de créer la monnaie. Et donc avec cette monnaie créée ex nihilo, qui prête à l'État, l'État va garantir ces 100 000 euros. Mais les États l'ont placé où cet argent? Dans des fonds bancaires. Vous comprenez le truc? Le système bancaire se pète la gueule. Il n'y a plus d'argent. Et donc, vos 100 000 euros, vous pourrez courir après. La seconde loi qui est passée, c'est que l'exécutif peut décider que vous ne pouvez plus retirer l'argent de votre assurance vie. Alors, Pierre Jovanovic nous a dit à plusieurs reprises ici sur cette antenne, sortez l'argent des banques. Vous en pensez quoi? Absolument. C'est exact. C'est ce que je dis dans mon livre. Mais c'est une évidence. Et c'est pour ça que l'avertissement humide nous dit qu'il va y avoir un collapse bancaire mondial qui va créer un retour en arrière civilisationnel et une prise de pouvoir, une dictature bancaire militarisée partout. Et pour comprendre ça, il faut comprendre ce qui se passe au niveau économique et notamment dans l'économie financière. C'est pour ça que je montre que les lois, toutes les lois qui permettent de vous de vous pomper votre argent, vous n'aurez plus accès à votre monnaie, sont dans les cartons et ont été votées. Il y a aussi la loi qui commence d'ailleurs, qui a été votée en Australie, etc., qui impose le sans cash. Il n'y aura plus de billets. Ce sera tout du numérique. Donc, en appuyant sur un bouton, vous n'aurez plus qu'une carte et votre banque peut vous rendre insolvable. Donc, c'est droit de vie et de mort sur n'importe qui. Parce que du jour au lendemain, vous ne pouvez plus accéder aux revenus de votre travail. Ça, c'était un des thèmes de conversation de Davos 2016. Et ce dont on discute à Davos, ça passe dans les lois des pays 1 an ou 2 ans après. Donc ça commence à se faire. Donc le jour où vous n'avez plus de cash, vous pouvez même plus garder un peu de billets pour échanger votre nourriture, vous êtes complètement dépendant de ceux qui contrôleront le système d'échange monétaire. J'explique aussi ce qu'est la monnaie. Pierre Jovanovic connaît ça par cœur. Donc les signes
que cet effondrement va avoir lieu, c'est ce que j'explique. Ils ne sont pas dans les nuages, ils ne sont pas dans les aruspices, dans le vol des oiseaux, etc. Ils sont dans les faits, ils sont dans les lois qui sont votées. Et il suffit à chacun d'observer un peu ce qui s'est passé ces dernières années, de regarder les lois qui sont votées pour voir que tout est dans les tuyaux. Ouais. Alors justement, j'avais reçu Pierre Hillard et Piero San Giorgio qui nous disaient qu'il fallait apprendre à vivre en autarcie, à être des autosuffisants. Ben oui. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, alors bon, ça fait un peu survivaliste, etc. Alors, bah oui, mais bon. Le pire, mais le fait est que cultiver son jardin, si on a un jardin, apprendre à planter des carottes, etc., c'est pas mal. Si on a une petite maison à la campagne, il vaut mieux investir pour la retaper la maison à la campagne. C'est sûr que quand le système va s'effondrer et ce sera décidé, ils disent maintenant que ils n'ont plus les statistiques, c'est programmé. Il y a 2 clans qui sont en train de se bagarrer, notamment aux États-Unis, entre ceux qui veulent que ce collapse bancaire systémique arrive le plus tôt possible. Alors, le plus tôt possible, on ne sait pas quand c'est. Et donc, les 2 factions de l'élite, n'est-ce pas? Donc, c'est l'élite financière, militaro-industrielle. C'est-à-dire ceux qui, les moins d'1%, qui sont aux commandes, qui sont la plupart pas tous, mais la plupart sont des psychopathes, ils n'ont rien à foutre. Des Pékins comme nous. Et donc, les humides disent, quand ça va barder, en France par exemple, pendant 6 semaines, ça va tirer dans tous les coins. Bah, c'est pas étonnant, on a vu l'immigration, ce qui s'est passé, etc. Ça peut dégénérer très vite. Les extrêmes, entre l'extrême droite, entre les islamistes et les cathos et les extrêmes gauches, etc., le jour où tout le monde, pour faire bouffer sa famille, trouve plus à manger parce que les magasins vont être vidés en quelques heures, et ben ça va commencer à râler et puis ça risque de dégénérer. Ah bah ça se dégénérera, ça c'est sûr. C'est certain. Donc ils disent, quand ça va péter, essayez de vous éloigner des centres-villes, voilà, et puis au bout de quelques semaines, les combats cesseront parce que par manque de moyens, par manque de carburant, par manque de munitions, par manque de... Voilà, les gens à un moment donné, ce qui fait perpétuer des guerres civiles, c'est qu'elles sont instrumentalisées de l'extérieur. On voit ce qui se passe en Ukraine, on voit ce qui s'est passé en Tunisie, etc., qui étaient des fausses révolutions. Même si le fond, le peuple avait raison de vouloir se révolter, mais ça a été instrumentalisé, c'est que des pays arment des factions diverses et continuent ce flux financier d'armement, ce qui fait que ces guerres civiles s'éternisent. Mais si tous les pays sont pris au même problème, ils auront autre chose à faire qu'à aller instrumentaliser les guerres civiles d'un autre pays. Ils auront déjà suffisamment de problèmes à régler chez eux. Donc c'est pour ça que normalement ça ne devrait pas durer très très longtemps. Mais qui va prendre le pouvoir après? C'est ça le problème. Les gens bien pensants qui ont le sens de l'éthique ou les mêmes psychopathes qui essayent de nous enfler depuis maintenant des décennies? Bon, la question contient la réponse. Alors, juste une dernière chose. On parlait tout à l'heure du nucléaire. Alors, on me dit souvent les extraterrestres. Mais est-ce qu'il y aurait plusieurs races d'extraterrestres qui essaieraient justement de nous protéger au niveau du nucléaire? On dit souvent que, d'ailleurs, il y a des témoins qui disent qu'ils voient des ovnis, souvent autour des centrales. Qu'en pensez? On parle de confédération galactique, etc., etc. Est-ce qu'il y a plusieurs races d'extraterrestres qui correspondent, qui collaborent ensemble? Oui. Oui. D'après, alors moi je me fie aux données des dossiers mythes, dont je pense que les sources sont vraiment extraterrestres, pour avoir étudié ce dossier qui est un dossier extrêmement complexe, extrêmement dense, pour avoir eu des preuves au niveau de la science, etc., et d'autres preuves indirectes, comme, bon, on ne va pas détailler. Ce que disent les humides, c'est que certaines races nous visitent depuis très très longtemps, notamment une depuis plusieurs milliers d'années, d'autres depuis plus récemment. Il y en a une petite vingtaine qui nous visitent très fréquemment. La plupart sont neutres ou bien intentionnés. Ils viennent juste vérifier de temps en temps pour savoir où on en est. Et que parmi ces races, eux-mêmes ont été visités par une race qu'ils appellent les Dookaïens, prononciation, expression phonétique, qui les ont aidés, comme eux, ils essaient de nous aider, non pas nous donnant des solutions, mais en orientant notre recherche vers certains points, parce qu'ils ne donnent jamais les solutions. Et ça serait contrevenir à notre libre arbitre, justement. Et donc, ils auraient 2 races qui les aideraient, qui sont des races dont une est beaucoup plus évoluée qu'elle. Il faut savoir que les humites, ils disent que nous avons 4 millions
d'années d'évolution en tant qu'être humain. Ce fameux lien que nous avons développé avec l'esprit collectif, il daterait de 4 millions d'années. Donc ça serait depuis les Australopithèques chez nous. Alors nous avons un classement anthropologique qui est différent, puisque on considère que c'est Homo sapiens, c'est Australopithèques étaient des préhumains. Mais nous avons 4 millions d'années d'ancienneté, eux en ont 9 millions d'années, donc plus du double, évolutives. Hein. Ouais. Et certaines races, 2 de ces races qui les aident, sont encore plus évoluées qu'eux. Mais il y aurait 3 races qui poseraient problème. Alors, les 2 races et les humides essaient de nous aider, sans nous perturber, de nous aider à pas faire trop de conneries, tout en laissant notre libre arbitre. Mais il y aurait 3 races, une qui serait plus ou moins hostile. Les reptiliens, non? Ils parlent des reptiliens, mais disent qu'ils les appellent différemment, et qu'ils sont pas reptiliens, mais qu'ils ont une apparence ophidienne, donc de reptiles, parce qu'ils ont une peau trépas, etc., qu'ils existent, qu'ils ont effectivement des accords avec certains groupes militaires terrestres. Alors, dans ces 3 races, il y en a une plus ou moins hostile, et ils disent, cela, on s'en occupe, ne nous en occupe pas. D'accord. Et il y en a 2 autres qui sont amorales, c'est-à-dire qui n'ont pas une morale universelle, notamment par le fait qu'eux, ils considèrent comme moral de coloniser notre planète. Ils ont déjà décolonisé, ils ont déjà plusieurs planètes colonisées. Ouais. Alors, la colonisation, c'est comme nous on a fait quand on a colonisé des sociétés qu'on considérait comme inférieures. C'est-à-dire qu'on leur a amené des bienfaits technologiques, et en échange, on prenait leurs ressources, etc., puis on mettait au pouvoir des gens qui étaient des élites, qui étaient des serviteurs de la cause. Alors, dans ces 2 races amorales, elles considèrent comme morale de nous coloniser. Ce qu'elles cherchent, une de ces races cherche un endroit où s'installer parce que leur planète serait en fin de vie biologique. Ils arrivent à la maintenir encore en état par des moyens technologiques, mais ils savent qu'ils vont plus pouvoir tenir très longtemps et ils cherchent une planète accueillante. Donc, ces 2 ethnies auraient déjà, alors ils disent, le terme exact, ils auraient des créances légitimes envers 2 factions militaires. Alors on pense à l'OTAN et l'autre je ne sais pas, qui auraient signé un accord. Mais ces gens-là, quand ils ont des colonies, ils ne le font pas par la conquête violente et guerrière, parce que ça par contre les autres ethnies qui nous surveillent ne le laisseraient pas faire. Ils le font en essayant de nous convaincre, en disant voilà, on fait un échange, on vous amène de la technologie, donc énergie gratuite, santé, on vous guérit le cancer, etc. Et en échange, vous mettez par exemple, alors c'est moi qui interprète, vous nous donnez une partie de votre territoire où nous on s'installe, on vous embête pas, et voilà. Sauf que les humains disent ce serait profitable dans un premier temps parce qu'effectivement vous feriez un bond technologique, vous n'auriez plus de problème de famine, plus de problème d'énergie, etc. Mais dans un deuxième temps, votre libre arbitre évolutif serait complètement noyé et ce serait une sorte d'ethnocide comme nous avons tué des civilisations, notamment précolombiennes, etc., qui ont fini par disparaître. Et comme les Perses ont tué des civilisations, Alexandre le Grand, les Hittites, etc., ont été... il y a eu des ethnocides, comme les Romains ont fait des ethnocides en leur empire. Voilà ce qu'ils disent. Et vous-même, vous avez vécu une rencontre rapprochée, c'est ça? Non. Jamais. Non, malheureusement. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coût d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de Stone Garden Teapot, qui a écrit un livre, Humo l'avertissement, aux éditions Atlante. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une révélation? Ça, les auditeurs nous posent la question sans arrêt. C'est pour quand la révélation? Est-ce que les gouvernements vont parler? Alors, là, en ce moment, pour moi, et c'est le thème de mon prochain livre, c'est que il y a un conflit asymétrique. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un conflit entre nous, terriens, et nos élites corrompues, psychopathes, qui nous amènent vers une ère noire,
et un retour en arrière civilisationnel qui peut durer assez longtemps, où on aurait une dictature. Une dictature, vous avez vu que maintenant, par exemple en France, la loi sur l'état d'urgence peut être décrétée et renouvelée. On est toujours en état d'urgence d'ailleurs. Hein. C'est inscrit dans la Constitution. Oui, mais c'est un pas vers le nouvel ordre mondial. Alors, absolument. Alors, le problème du nouvel ordre mondial, ça nourrit tellement de fantasmes qui n'ont aucune réalité. Et c'est ça le problème, c'est que du coup, on a tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais effectivement, c'est tout le nouvel ordre mondial quand on voit. Vous vous souvenez de George Bush père, qui était quand même ancien directeur de la CIA. Donc c'est un homme endurci, qui sait ce que c'est qu'un mauvais coup, qui n'est pas du genre à pleurnicher. Quand à la télévision, il a annoncé le New World Order, il avait la larme à l'œil, ce gars-là. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon sang, il y a quelque chose. Comment ce type-là, qui est un ancien directeur de la CIA, d'accord, qui est un dur, il a la larme à l'œil quand il dit ça, donc c'est qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Et effectivement, ce New World Order, moi je pense que ces fameux deux ethnies qui ont une créance légitime et qui ont signé un accord, ils leur ont promis un nouvel âge d'or. Mais vous seriez une race étrangère. Vous arrivez, par exemple, ce qu'ont fait les Anglais quand ils sont arrivés en Inde, il y avait plein de petits rajas partout. C'est quand même plus pratique d'en mettre un seul qui va être roi de l'Inde et puis de négocier avec lui. Comme ça, après lui, il démerde. C'est lui qui met ses garde-fous, qui met ses gardiens, ses militaires pour faire la loi, que de négocier avec tous les rajas du coin. Donc, moi je pense que c'est très très logique. Si une ethnie veut nous coloniser, qu'elle essaie d'avoir un seul gouvernement mondial qui lui va se débrouiller, après il va se débrouiller avec toutes les différentes ethnies planétaires pour faire sa loi, mettre en place des armées à gauche, à droite, etc. Donc plus facile. Donc effectivement ce New World Order, mais attention de ne pas rentrer dans des fantasmes, ce serait tout à fait logique dans le cadre où l'ethnie étrangère voudrait nous coloniser. Mais Pierre Hillard le décrit bien, hein, le nouvel ordre mondial. Ben oui, bien sûr, bien sûr. On sent bien qu'il y a quelque chose de vrai derrière tout ça, mais le problème, c'est comme quand on écoute David Icke. David Icke dit des vérités, mais derrière ces vérités, il mêle ses propres fantasmes, et du coup, on a tendance à dire « Ah, ben non, c'est n'importe quoi ». Non, et c'est ça qui est très difficile, c'est de faire de la part. Alors c'est pour ça qu'il faut observer l'économie. Il faut observer l'économie. Il faut observer la législation, quelles lois sont votées, et déjà, on peut voir ce qui peut être vrai dans cette idée du New World Order, parce qu'il ne faut pas partir dans le conspirationnisme à tout craint. Bon, il faut faire attention, parce qu'effectivement, après, on part dans des délires absolument hallucinants. Il faut garder la tête froide et étudier. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs ? Restez attentifs aux lois qui sont votées souvent en catimini. Et si un jour vous voyez qu'une banque systémique ferme et que c'est suivi par une autre banque systémique et que vous avez un petit terrain à la campagne, eh ben prenez 2-3 jours de vacances, prenez des RTT et attendez de voir ce qui se passe. Voilà, s'il se passe rien, vous revenez. Si vous voyez que ça commence à tourner un peu au vinaigre, eh ben revenez pas tout de suite. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que les Allemands, le ministère de la Défense allemande, en 2016, demandait à toutes les familles de faire des provisions pour une semaine ou 10 jours. Oui, c'est vrai. Vous avez entendu ça ? Oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça, quand on recolle les morceaux, qu'on met ça avec les lois qui sont votées, avec comment créer la monnaie, le monceau de dette, etc., et qu'on voit que le gouvernement, le ministère de la Défense allemand demande ça, bon, ça crée une image, voilà. Paraît-il qu'il y avait les Suisses aussi, et aux États-Unis, la même chose. Oui, voilà. Donc, c'est pas pour rien, quoi. Donc, de temps en temps, quand vous faites les courses, vous prenez une boîte de conserve en plus, voilà, ça fera pas trop sur votre budget, ou vous prenez un paquet de pâtes en plus, vous faites une petite réserve de l'eau en plus, que vous gardez dans un coin, vous faites une rotation des stocks, on sait jamais. Si ça se passe pas, bon, j'aurais l'air idiot, mais c'est pas grave, c'est pas très grave. Par contre, s'il arrive un gros problème, on aura aussi l'air moins bête. Exactement. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet ? Vous avez un site ? Oui, j'ai un site, mais il n'est pas très actif parce que j'ai pas le temps. Donc c'est gardenteapot.fr ou gardenteapot.eu. Et j'ai un compte Facebook qui est plus actif, donc pareil, Stone Garden Teapot. D'ailleurs, je sais pas si c'est Stone Garden Teapot ou Garden Teapot tout court, mais si vous tapez Garden Teapot, vous trouverez. Et j'ai aussi un compte Twitter, qui est aussi Garden Teapot, qui me permet de rester en communication avec
les 2 comptes Twitter qui continuent à être actifs, de sources, pour ma part, que je considère de façon quasi certaine comme de sources humides, qui sont maintenant des comptes qui ont été bloqués à 144 abonnés. Et donc, bon, j'ai la chance de faire partie de ces abonnés. Alors, sachez, pour tous ceux qui n'ont pas accès à ces comptes, que tout ce qui est communiqué à travers ces comptes, en ce moment c'est assez calme, est retransmis fidèlement sur humo, U2MO-6 science au pluriel.org dans les références W. W1, W2, W3. Vous allez sur le site, vous verrez le sommaire détaillé de toutes les lettres. Et dans ces sommaires, dans les W, vous avez tout ce qui s'est passé sous Twitter depuis 2015 et tout ce qui continue, toutes les informations, les dernières informations. Donc, restez à l'écoute. Voilà, un conseil sage. Ouvrez l'œil, en tout cas. Ouvrez l'œil et surtout le bon. Pas d'affolement, voilà, le bon, comme dirait je ne sais plus qui. Pas d'affolement, pas de... Non. Voilà. Faut être prudent, c'est tout. Voilà, faut être prudent et puis tout se passera bien. Humo, avertissement aux éditions Atland, un livre à découvrir, Stone Garden Teapot. Bon courage pour la suite et à très bientôt sur cette antenne, j'espère. Au revoir. Merci, bon courage. Au revoir. Fréquence Évasion.